Voilà, on va commencer. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents et présentes en nombre ce soir. Ça fait vraiment plaisir de voir une nouvelle fois une salle comble pour cette conférence de l'Unipop Histoire. On est très heureux d'accueillir notre conférencière du soir, Amélie Nuc, que je remercie encore d'être venue jusqu'à Pessac pour cette conférence. Alors Amélie Nuc est maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université de Grenoble-Alpes. Elle est bien sûr spécialiste de l'histoire de l'Espagne contemporaine. Elle a consacré aussi sa thèse au thème, à la thématique qui nous occupe ce soir, celle de la rééducation de la jeunesse déviante, on va dire, entre guillemets, dans l'Espagne franquiste. Alors, quelques mots juste d'introduction avant de céder la parole. Bien sûr, on a souvent souligné que cette période de Franco, ces 40 années au pouvoir, ont été aussi une façon de vouloir de reprendre en main la société, après cette soi-disant parenthèse républicaine souvent assimilée par le pouvoir à une forme d'anarchie, de désordre. Donc ce soir, on va s'intéresser bien sûr plus particulièrement à la jeunesse dite déviante, voir quelle a été la politique des institutions franquistes à l'époque, par rapport à cette jeunesse. Est-ce que par exemple, la jeunesse issue du camp républicain a été particulièrement ciblée ou pas par cette politique? Quel a été aussi le destin, le devenir des jeunes filles, notamment dans les maisons de redressement, etc. Et puis peut-être aussi quelle est la mémoire aujourd'hui de ces faits-là en Espagne. Voilà. Donc ce sera quelques-unes des questions qu'on abordera ce soir grâce à notre conférencière, que je remercie encore d'être là. Et puis on aura le temps aussi de discuter quelques instants après la conférence. Merci à vous et merci à Amélie Nuc. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter une partie de mon travail de recherche qui porte en effet sur les maisons de redressement telles qu'elles ont fonctionné dans l'Espagne franquiste, où elles s'appelaient reformatorios. C'est un honneur pour moi et un très grand plaisir d'être présente ici devant vous, dans une aussi belle salle, dans un aussi beau cinéma, après Almodóvar et après García Bernal et Javier Cámara. C'est une bonne manière d'entrer en matière. Donc je remercie chaleureusement les organisateurs, au premier titre desquels Bruno Scheurer, de m'avoir invité. Et je vous remercie aussi de votre présence à tous et à toutes ce soir. Vous êtes extrêmement nombreux. Pour cette conférence, je vous propose le cheminement suivant. Dans un premier temps, je me suis dit qu'il était quand même nécessaire de revenir sur la toile de fond historique de ce dont je vais vous parler, au risque peut-être d'évoquer des choses que vous connaissez déjà. Donc si c'est le cas, je m'en excuse au préalable. Je voudrais ensuite revenir sur ma démarche d'historienne et vous expliquer rapidement comment et pourquoi on peut en venir à s'intéresser à des institutions telles que les maisons de redressement. On peut penser que tout a déjà été dit sur la question, donc je vous dirai un mot là-dessus. Avant de tenter de dresser un portrait de groupe de ces pensionnaires d'institutions de redressement, essayer de voir de qui il s'agissait, qui étaient ces garçons, qui étaient ces filles, quels faits, quels délits ils pouvaient avoir commis, qui leur valaient cet internement dans des institutions à la sinistre réputation. Et essayer de voir aussi comment le régime, les autorités, les congrégations religieuses essaient de redresser ces jeunes qui sont perçus à la fois comme des jeunes dangereux et des jeunes en danger. Et pour terminer, j'aimerais que nous voyions ensemble ce que examiner le régime franquiste depuis les maisons de redressement nous permet de dire sur la dictature. Qu'est-ce que cela nous dit du rapport du franquisme à la structure sociale, notamment à la portion la plus fragile de sa population? Est-ce que cela nous dit quelque chose de la nature profonde, de son caractère novateur ou non? Peut-être que vous savez que le régime franquiste, à partir de 1939, se proclame le nouvel État.
Est-ce qu'on a affaire là à des logiques qui sont différentes de ce qui prévalait ou pas auparavant? Et est-ce qu'on assiste à une évolution au cours de cette longue période que représente la dictature, qui dure de 1939 à 1975? Un mot d'abord de la toile de fond historique, très rapidement de la guerre civile et surtout de la paix incivile qui la suit. Vous le savez probablement, cette guerre civile dure 3 ans. Elle commence en juillet 1936 à cause d'un coup d'État qui est fomenté par une poignée de militaires contre un régime qui avait été élu démocratiquement en 1931, la Seconde République. La guerre civile s'est terminée le 1er avril 1939. C'est la date du communiqué écrit par le généralissime qui proclame donc la fin des opérations militaires et la victoire sur ce qu'il appelle l'armée rouge. À partir du 1er avril 1939, la destruction des vaincus se transforme en priorité absolue. Cela se traduit par une période d'exécution massive, d'emprisonnement, de torture, qui vise des milliers d'hommes et de femmes. On estime qu'entre 1939 et 1946, au moins 50 000 personnes sont exécutées. Entre la fin de l'année 1939 et le début de l'année 1940, les sources officielles donnent le chiffre de plus de 270 000 prisonniers et prisonnières qui sont incarcérés en Espagne. Ce chiffre important décroît ensuite dans les années qui suivent en raison des exécutions, en raison aussi de la mort de milliers de personnes qui sont malades et dénutries, qui vivent dans des conditions très difficiles en prison. Ces personnes se trouvent en prison, mais aussi dans tout un tas d'institutions qui constituent cet univers pénitentiaire du franquisme. Les reformatorios, certains sont destinés aux mineurs et d'autres aux adultes, aux femmes et aux hommes, des camps de concentration aussi, des bataillons de travail. Durant la guerre, la destruction de l'anti-Espagne avait été proclamée dans le camp des nacionales, dans le camp des nationalistes, dans le camp des militaires rebelles. La guerre, une fois qu'elle est terminée, laisse place à une autre forme de violence, une violence qui cette fois-ci est centralisée et est contrôlée en haut par l'autorité militaire. C'est désormais une terreur c'est plus une terreur chaude, si vous voulez, c'est une terreur institutionnalisée, une terreur encadrée par des lois, les lois du nouvel État. Cette violence organisée d'en haut est fondée sur la justice militaire et elle s'exerce notamment par le biais de cours martiales devant lesquelles passent des milliers de personnes entre 1939 et 1945 essentiellement. Alors ce sont souvent des parodies de justice, les gens n'ont souvent pas d'avocat et puis de toute façon il n'y a rien à prouver, rien à démontrer de ce que ces personnes peuvent avoir connu puisqu'elles sont considérées comme rouges, rojas, rojos et donc coupables. Et en effet, la société espagnole de cette période qu'on appelle la posguerra, l'après-guerre, est fondée sur une division radicale entre les vainqueurs et les vaincus, entre les patriotes et les traîtres, entre les nationalistes et les rouges. Et cela va durer 2 décennies au moins. Alors, qui sont les vaincus, justement, ceux qui ont perdu la guerre ? C'est pas seulement les soldats, si vous voulez, qui ont combattu dans l'armée républicaine, ce sont tous les secteurs politiques et sociaux qui se sont identifiés avec la République, avec la Seconde République, avec le Front populaire, et qui n'ont pas réussi à quitter l'Espagne. Donc vous avez des ouvriers, des journalistes, des nationalistes catalans, des nationalistes basques, des professions progressistes, des femmes nouvelles, des femmes modernes, ou en tout cas considérées comme trop modernes par le nouveau régime. Et tous ces gens-là sont considérés comme des rouges par le régime. Les vaincus qui réussissent à survivre doivent s'adapter aux conditions de vie qui sont imposées par les vainqueurs. Et lorsque ces personnes vivent en Espagne, souvent elles perdent leur travail. Dans les zones rurales, être rouge
ou femmes de rouge ou enfants de rouge, dans des villages dans lesquels tout le monde se connaît. C'est extrêmement difficile et ça peut être une cause d'émigration. On peut quitter son village pour un autre village dans lequel on ne vous connaît pas, ou alors pour une ville plus importante. En effet, les militants des organisations syndicales et politiques du camp républicain sont dénoncés, pourchassés. Et ceux qui restent, ceux qui étaient les moins compromis et qui, du coup, réussissent à survivre, à ne pas être incarcérés, sont condamnés à vivre dans le silence et à tragarse su propia identidad, on dirait en espagnol, à avaler comme une couleuvre, en quelque sorte, la nouvelle identité qu'on leur impose, renoncer à leurs idéaux et renoncer à leur passé militant et à leur passé familial. Cela s'accompagne d'un mouvement d'épuration des fonctionnaires, des enseignants, des instituteurs, des institutrices du primaire aussi, et une répression culturelle forte au Pays Basque et en Catalogne notamment, où on demande aux gens de hablar cristiano, de parler chrétien, et non plus de parler basque et catalan. Tout cela, et vous allez voir, c'est important pour la suite, est fondé aussi sur une relecture de l'histoire. C'est-à-dire, on veut en quelque sorte renouer avec le passé glorieux de l'Espagne. Et ce passé glorieux de l'Espagne qu'incarnerait Franco, le caudillo, le vainqueur militaire, c'est le passé catholique, le passé impérial de l'Espagne. L'Espagne a pourtant perdu l'essentiel de ses colonies à la fin du XIXe siècle. Et grâce à lui, grâce à la victoire, l'Espagne peut à nouveau être grande, si on érige un rempart contre les péchés de la modernité. Et ces péchés de la modernité sont symbolisés par cette Seconde République qui est véritablement honnie par les vainqueurs. Cette Seconde République qui a incarné la libre pensée, des relations plus égalitaires entre les classes sociales, entre les sexes, une plus grande tolérance aussi vis-à-vis de la diversité, d'une plus grande diversité culturelle. Vous le savez aussi probablement ici à Bordeaux, un exode important a lieu au début de l'année 1939, après la chute de Barcelone, puisque pendant le premier trimestre de cette année 1939, 450 000 réfugiés espagnols arrivent en France, dont 170 000 femmes, enfants et personnes âgées. Alors une partie reviennent dans les mois qui viennent, qui suivent, pour continuer cette fois leur calvaire dans les prisons franquistes, pour une partie. Et la France est débordée par cet exode massif. 450 000 personnes qui arrivent en quelques mois, c'est considérable. Le département des Pyrénées-Orientales compte à peu près 250 000 personnes à ce moment-là, pour vous donner un ordre d'idée. Donc une partie de cette population est internée dans des camps d'internement, de concentration, sur les plages par exemple d'Argelès, de Saint-Cyprien, dans le Vallespir et en Cerdagne. La chronologie là, de l'Espagne vient se télescoper avec la chronologie européenne, puisque lorsque la France est envahie par la Wehrmacht, une partie des républicains espagnols sont déplacés de force et envoyés en Allemagne pour travailler dans l'industrie de guerre, pour travailler dans des camps de concentration, notamment celui de Mauthausen. C'est le camp allemand dans lequel le plus d'Espagnols ont été envoyés. 7200 à peu près, et sur ces 7200, il y en a environ 5000 qui trouvent la mort. Ce destin aussi des vaincus qui ont quitté l'Espagne pour se réfugier en France passe aussi par la continuation de la lutte. On estime que continuer à lutter contre le fascisme, c'est aussi possiblement s'engager dans la résistance française. Donc il y a un certain nombre d'anciens soldats espagnols, républicains, qu'on trouve dans les rangs de la main-d'œuvre immigrée, des vétérans des brigades internationales, ou aussi dans les rangs des francs-tireurs et partisans. Un mouvement communiste, cette fois-ci de résistance armée, dont l'un des dirigeants est le commandant Henri Roll-Tanguy, qui a pris son nom de guerre, justement, Roll, en mémoire de Théo Roll, qui a été un membre des brigades internationales et un commandant du bataillon commune qui avait été tué durant la bataille de l'Èbre durant la guerre d'Espagne. Cette paix de Franco, c'est comme ça que la propagande officielle désigne la période de l'après-guerre civile. Durant cette
soi-disant paix de Franco, l'Espagne est, je vous le disais, irrémédiablement divisée entre les vainqueurs et les vaincus. Et il faut bien comprendre que les opérations militaires se terminent le 1er avril 1939, mais le souvenir de la guerre civile ne s'éteint pas pour autant. Il n'y a aucune volonté de la part du régime franquiste d'oublier, si vous voulez, ce qui s'est passé ou de faire régner un esprit de conciliation, bien au contraire. Les églises espagnoles, par exemple, se remplissent de plaques commémoratives qui célèbrent ceux qui sont caídos por Dios y por la patria, pour célébrer ceux qui sont morts pour Dieu et pour la patrie. Mais ceux qui sont morts pour Dieu et pour la patrie, ce sont ceux qui sont morts du côté franquiste. Ceux qui sont morts du côté républicain, eux, n'ont droit à aucune forme de commémoration officielle. Le mouvement ouvrier, ses organisations et sa culture sont systématiquement éliminés. Le régime veut en quelque sorte mener une opération chirurgicale sur le corps social de l'Espagne, dont on considérait qu'il était malade. Et cette opération chirurgicale, elle est réclamée tant par les militaires rebelles, par les classes possédantes, que par l'Église catholique. La guerre civile était déjà comme ça. Il y avait une dimension, si vous voulez, c'était l'affrontement de deux modèles, de deux visions du monde, de deux modèles de société. Et là, on veut vraiment faire prévaloir une certaine vision de l'Espagne, de l'histoire, une vision du monde, une vision du corps social durant les années qui suivent la guerre civile. Donc c'est finalement un état de guerre qui dure, au moins pour la période la plus chaude, la plus dure de la répression, jusqu'en 1948. Et cet état de guerre détruit des familles entières, brise des réseaux de solidarité quotidienne et imprègne la vie quotidienne d'une atmosphère de peur, de coercition et de châtiment. Sachant que depuis les événements militaires, le régime dispose du soutien des militaires, des fascistes, des partisans de la tradition et de l'Église catholique, qui a apporté tout son poids, toute sa légitimité au régime franquiste. Et le général Franco, qui est désigné comme caudillo de España por la gracia de Dios, qui est le chef militaire par la grâce de Dieu, est présenté comme un sauveur et comme un rédempteur, celui qui, comme le disait Bruno tout à l'heure, a permis de lutter contre l'anarchie et de rétablir l'ordre. Et vous trouvez son portrait durant quasi 40 ans dans les salles de classe, dans les bureaux, dans les établissements publics, sur les timbres, sur les billets de banque et sur les pièces de monnaie. Parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Hitler et Mussolini sont morts, Franco, lui, reste. Et il reste longtemps, puisqu'il meurt dans son lit au mois de novembre 1975. Alors certes, le régime va évoluer, la dictature va essayer d'adoucir un tout petit peu ses méthodes, de présenter un visage plus aimable, en tout cas, mais le dictateur est toujours là, droit dans ses bottes, et la dictature, ça je pense que c'est l'idée importante qu'il faut garder, n'a jamais renoncé à la guerre civile comme acte de fondation qui est rappelé sans arrêt pour préserver l'unité de cette ample coalition de vainqueurs. Alors, dans ce contexte, pourquoi et comment travailler sur les maisons de redressement ? C'est un travail de recherche que j'ai mené il y a un certain temps déjà, quand j'étais plus jeune, apprentie chercheuse, quand je faisais ma thèse de doctorat. Et quand j'ai commencé cette thèse en Espagne, à la fin des années 2000, on se trouvait dans une période d'intense activité mémorielle. La guerre civile, et c'était très frappant quand on rentrait dans les librairies, quand on allumait la télé, quand on écoutait la radio, la guerre civile et la dictature étaient présentes quasiment partout, puisque au début des années 2000 avait émergé ce qu'on a appelé le mouvement dit de récupération de la mémoire historique. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Le mouvement, qui est essentiellement au départ un mouvement associatif, naît en 2000 autour de la question notamment de l'ouverture des fosses communes, puisqu'on savait souvent dans les villages, dans le quartier de certaines villes, que des gens avaient été exécutés sommairement, enterrés là. Mais suite à la politique mémorielle du régime franquiste dont je vous parlais tout à l'heure, ces gens-là n'avaient jamais été enterrés dignement et surtout on n'avait jamais célébré leur mémoire. Donc du coup, on ouvre certaines de ces tombes-là pour essayer d'identifier les personnes qui ont été exécutées, pour leur donner une sépulture décente et pour leur donner une mémoire et une identité. C'est souvent le fait des petits-enfants en fait, de ces gens-là. Ça, en quelque
quelque sorte sauter une génération. Donc c'est dans ce contexte-là que moi j'avais choisi de m'intéresser aux maisons de redressement. Et j'ai d'ailleurs été surprise de constater que dans ce mouvement de récupération de la mémoire historique, il n'était pas question de ces institutions disciplinaires-là. J'étais à peu près sûre pourtant que j'allais trouver des associations d'anciens pensionnaires, hein, comme il y a des associations d'anciens élèves, d'anciennes maisons de redressement. Ce n'était pas le cas. Et les personnes que j'ai rencontrées pour faire des entretiens, j'ai pu en faire à peu près une dizaine, qui avaient séjourné dans ces institutions-là, cela m'a étonnée. Généralement, ils ne se considéraient pas comme des victimes de la dictature. Ça aurait pu être le cas. C'était pas comme ça qu'ils se percevaient. Et finalement, ce qui prévalait, c'était l'image qui se forge dès la naissance des maisons de redressement, hein, c'est-à-dire des bagnes pour enfants, des institutions très sévères, des institutions disciplinaires à la discipline très dure, dans lesquelles des punitions étaient administrées par des religieux omnipotents et possiblement libidineux, confère le film d'Almodóvar qu'on a vu tout à l'heure, même si ce n'est pas dans une institution de redressement. Et en quelque sorte, on menaçait les enfants, si tu n'es pas sage, je t'enverrai en maison de redressement. Dans la littérature, je trouvais des mentions de ces maisons de redressement, des maisons de redressement sur lesquelles je travaillais. Si vous connaissez, par exemple, Manuel Vázquez Montalbán, qui écrit des romans policiers à Barcelone, il la mentionne, l'institution de redressement de Barcelone. Ou alors Juan Marcé, qui est aussi un auteur de romans qui peint comme ça la jeunesse, les enfants de l'après-guerre espagnole, il mentionne aussi ces institutions-là. Mais ce n'était pas associé à la mémoire de la dictature. Pourtant, et c'est là que j'étais arrivée, moi, avec toute ma flamme et toutes mes illusions de jeune chercheuse, j'étais convaincue que travailler sur les maisons de redressement revenait à étudier un instrument que la dictature franquiste avait utilisé pour réprimer les enfants de rouge qui laboraient, en quelque sorte pour poursuivre la guerre civile par d'autres moyens. Parce qu'à la suite de tout ce que je vous ai dit pendant la première partie, avouez que c'est quand même des institutions idéales dans l'esprit du régime, c'est-à-dire qu'on a des institutions fermées dans lesquelles sont internés des mineurs d'âge et sur lesquelles s'exerce la tutelle du tribunal, s'ils ont été envoyés sur décision de justice, jusqu'à ce qu'on décide qu'ils sont rééduqués. Donc pendant une période, il n'y a pas, si vous voulez, une peine qui s'applique avec un effet qui s'arrête à un moment donné. Tout ça à la main de congrégations religieuses, dans le contexte répressif dont je vous ai parlé tout à l'heure, j'étais à peu près sûre de moi. Et d'ailleurs, l'historiographie espagnole soufflait cette hypothèse de recherche-là. Les historiens, les historiennes espagnols se sont d'abord intéressés, quand ils ont étudié le franquisme, à la répression politique. Et c'est ce qui irrigue l'essentiel, ce qui irriguait l'essentiel des publications à ce moment-là. Alors, de fait, peu de choses à ce moment-là avaient été écrites sur ces institutions-là, pas tant par manque d'intérêt, mais surtout parce qu'il était très difficile de trouver de la documentation qui se rapportait aux maisons de redressement. Pourquoi ? Parce que je me suis vite rendu compte que ces archives-là avaient pu être détruites. Et si elles étaient conservées, elles étaient souvent aux mains des congrégations religieuses qui géraient les institutions elles-mêmes. Et donc, je me retrouvais à aller frapper à la porte des institutions et à parler avec des vieux religieuses qui me disaient « Non, mais ça ne t'intéressera pas, il n'y a rien d'intéressant là. » Voilà. Et donc, on me donnait 8 volumes de l'histoire officielle de la congrégation pour que je m'instruise, que je m'édifie. Mais on me disait « Non, les archives, tu verras, il n'y a rien d'intéressant. » Et de fait, les tertiaires capucins, qui étaient la principale congrégation religieuse qui s'occupait des institutions de redressement en Espagne, qui a quitté l'Espagne après la fin du franquisme, a emmené avec elle les archives qui se trouvent désormais au siège de la congrégation à Rome. Et donc ces archives-là, je ne les ai jamais vues. Alors il y a l'historien officiel de la congrégation qui lui a eu le droit de les voir, mais moi je n'ai jamais pu mettre la main dessus. Alors j'ai eu quand même de la chance dans mon malheur documentaire, puisque le hasard ou bien l'ouverture d'esprit de certains religieux m'ont permis d'accéder à la documentation de 2 centres en particulier. L'Asilo Duran de Barcelone, que vous avez là à l'image, qui existe toujours aujourd'hui en tant qu'institution, mais c'est devenu aujourd'hui une clinique
une clinique très huppée dans laquelle vont se faire soigner les joueurs de foot du Barça et dans lesquels naissent certains petits-enfants ou arrière-petits-enfants de la famille royale. Mais c'est bien cette institution-là qui, pendant un peu moins d'un siècle, a accueilli des enfants. Et la deuxième maison de redressement sur laquelle j'ai travaillé, c'est une institution qui est située un peu plus au sud, mais toujours au bord de la Méditerranée, à Valence, et qui s'appelle la Colonia San Vicente Ferrer. C'est beau aussi, hein. Vous voyez, c'est des institutions qui souvent ont été construites pendant la première moitié du XXe siècle. Et sur la photo de droite, j'ai pris en photo... en plus rapproché, la partie sur laquelle figure le nom de l'institution. Alors, est-ce que vous voyez, juste à côté du C, ce qu'on devine, qu'on a essayé d'effacer, mais vous voyez que le passé est tenace et que ça part pas toujours, c'est l'aigle franquiste, donc qui figurait sur l'enseigne le nom de l'institution jusqu'à ce qu'on essaie de s'en débarrasser, España una grande y libre. Donc, dans ces deux endroits, j'ai pu consulter de la documentation. Alors, ce sont essentiellement des dossiers personnels. Je vous en ai copié quelques-uns pour que vous fassiez une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Donc, ce sont des dossiers personnels, des fiches personnelles de l'institution barcelonaise, des années 40 dans le premier cas et des années de l'année 1968 dans le deuxième cas. Donc là, j'ai mis des photos pour que ce soit plus incarné, mais sinon, il y a des informations sur la date d'entrée du mineur, d'où il vient, qui sont ses parents, est-ce qu'il a fait son baptême, sa première communion, sa confirmation, les raisons pour lesquelles il est arrivé, est-ce qu'il a fugué ou pas, etc. Donc ça m'a permis d'avoir comme ça un corpus, si vous voulez, d'à peu près 2300 dossiers personnels, que j'ai essayé de croiser avec ceux du tribunal, lorsqu'ils étaient envoyés sur décision de justice. Et à côté de ça, j'ai cherché des archives administratives, législatives, etc. Avec, comme je vous le disais, quelques entretiens que j'ai réussi à faire avec une dizaine de personnes. Mais c'était assez difficile d'arriver à trouver des gens qui étaient prêts à raconter une histoire, enfin une expérience qui souvent avait été douloureuse et qui était souvent perçue comme un stigmate social. C'était souvent une honte d'être passé par ces institutions-là. Donc, malgré tout ça, je suis arrivée, vaille que vaille, à constituer un corpus d'archives. Et plus j'avançais, plus je me rendais compte que c'était intéressant d'étudier ces institutions-là. Parce que lorsque Franco arrive au pouvoir en 1939, il trouve en Espagne un dispositif qui n'est pas très différent de celui qui existe dans les autres pays occidentaux. Puisque, à partir de la fin du XIXe siècle, d'abord aux États-Unis, à Chicago, et puis ensuite dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest, on crée des tribunaux pour mineurs et des maisons de redressement. Pourquoi ? Parce qu'on considère que les mineurs sont différents des majeurs, que ce sont des victimes plutôt que des coupables, et que du coup, il faut les rééduquer plutôt que les punir. En quelque sorte, ils sont victimes de leur environnement social, ils sont victimes des carences de leur milieu familial. Donc il faut les aider, les rééduquer pour qu'ils puissent retrouver le droit chemin. Donc, et ces mesures, les tribunaux prescrivent des mesures éducatives et pas des peines qui sont accomplies dans des institutions de redressement qu'on crée à cet effet. Donc finalement, en Espagne, en 1918, on ouvre des tribunaux pour mineurs et des reformatorios sont créés progressivement. Alors ils récupèrent des fois des institutions disciplinaires plus anciennes, mais petit à petit, voilà, le territoire espagnol se couvre de tribunaux pour mineurs et d'institutions de redressement qui, cela ne vous surprendra pas, sont confiées à l'Église catholique. Il y a des congrégations religieuses, féminines, masculines, dont certaines sont créées à cet effet. La congrégation des tertiaires capucins et des tertiaires capucines est créée à Valence à la fin du XIXe siècle, justement pour exercer dans le domaine du redressement et du soin apporté aux jeunes dont on considère qu'ils ont quitté le droit chemin. Et ce qui m'a étonnée, c'est que le franquisme, finalement, ne change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi qui vient bouleverser ce qui existe déjà. Alors, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, il revient sur ce qui a été fait pendant la période du Front populaire et de la Seconde République. Mais finalement, il n'invente rien, il revient à ce qui était fait auparavant.
Le régime qui précède la Seconde République, c'est un régime qui s'appelle la dictature de Primo de Rivera. Et donc, on revient à ce qui a été fait sous la dictature de Primo de Rivera dans les années 20. Et finalement, le régime se contente très bien de ce qui existe dans le domaine de la prise en charge de la déviance juvénile. Et c'est un système qui, en fait, est déjà très ambigu. Mais il est aussi ambigu dans les autres pays. C'est ça qui est intéressant, ce qui permet de mesurer les spécificités espagnoles ou pas. Parce que ces tribunaux pour mineurs et ces maisons de redressement, ils ont pour cible, certes, les enfants dangereux, des enfants qui peut-être ont commis un délit, mais aussi des enfants en danger. Et finalement, la limite entre les deux, elle est souvent pas si évidente que ça, parce que des enfants en danger, on peut considérer, du point de vue des autorités, qu'il leur manque pas grand-chose pour devenir aussi des enfants dangereux et inversement. Et finalement, ce modèle protecteur qui prévaut en Espagne vaut aussi dans d'autres pays occidentaux. Mais donc ces maisons de redressement, elles se situent en Espagne, comme dans d'autres pays, au cœur d'un système qui vise à la fois à réprimer la déviance juvénile et à porter assistance aux enfants nécessiteux. Ce qui permet au régime franquiste, avec l'appui de l'Église catholique, d'opérer un contrôle social très étendu sur de très grands secteurs de la société. Alors, désormais, je voudrais voir avec vous de qui il s'agit. Qui sont ces filles et ces garçons dont on considère que soit il faut les aider, soit il faut les redresser en les envoyant en maison de redressement. Est-ce que pour l'instant tout est clair et est-ce que la vitesse à laquelle je parle vous convient ? Alors, dans un premier temps, on va examiner les raisons pour lesquelles on peut envoyer, entre 1939 et 1975, des mineurs, donc mineurs au sens de quelqu'un qui n'a pas atteint l'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire 16 ans, en maison de redressement. À votre avis, la raison principale pour laquelle on peut les envoyer en maison de redressement ? Le premier motif, alors fils de républicaine, c'est ça ? Peut-être qu'on me dit ? C'est ce que je pensais aussi. Sinon, le vol. Et la deuxième raison principale, à votre avis ? Pardon ? Ils sont indisciplinés. Pas très original. En tout cas, les deux motifs d'envoi principaux que je trouve, c'est ça. C'est le vol et l'indiscipline. Alors, pas toujours au même titre et pas au même moment et pas forcément toujours au même moment pour les garçons et pour les filles. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ce qui est massif, c'est la part importante du vol. Première raison d'envoi en maison de redressement. Du coup, je me suis intéressée à ce qu'on volait. Quels étaient ces objets du désir, en quelque sorte. Alors pendant la décennie 1940, ce qui est très clair, c'est que la misère et la criminalité sont étroitement liées. Près de 3/4 des vols qui sont commis par les pensionnaires de la colonia San Vicente Ferrer à Valence sont des vols de très faible gravité. On vole des métaux, des pommes de terre, du tissu, des mouchoirs, à manger, des canalisations, plomb, des sacs de coton, des briques, des pneus, des boutons de porte, un robinet, une couverture ou 2 chemises qui sèchent sur une terrasse. Et vous voyez émerger comme ça des dossiers, des nuées d'enfants, d'adolescents qui rôdent autour des gares, des ports, des marchés, pour dérober les marchandises qui sont entreposées et qui semblent voler tout ce qui est à leur portée. Essentiellement, on y reviendra, parce que les conditions de vie dans l'Espagne de l'immédiate après-guerre sont extrêmement difficiles. Une partie de la il y a des gens qui meurent de faim, littéralement. C'est dû aux conséquences de la guerre et aux conséquences aussi de la politique d'autarcie qui est mise en place par le régime. Et donc les enfants et les adolescents, comme les majeurs, volent. Enfin, il y a vraiment un illégalisme généralisé. Il s'agit aussi de contourner le marché noir, mais on vole vraiment tout ce qui est à sa portée. Et par exemple, lorsque Juan cambriole des maisons secondaires, que leurs propriétaires valenciens ont quitté, une fois la saison estivale terminée, il emporte à la fois des métaux et des pommes de terre, parce qu'au moins, comme ça permettra d'apporter de quoi manger à la maison.
Le vol est détrôné comme premier motif d'envoi en maison de redressement par l'indiscipline entre 1951 et 1965. Et il revient ensuite, pendant la dernière décennie d'existence du régime, le premier motif d'envoi des jeunes en maison de redressement. Alors je vois moins la criminalité de la misère dont je vous parlais tout à l'heure. On a beaucoup moins de vols de matériaux industriels, de matériaux de construction. Et apparaît à ce moment-là une nouvelle forme de délinquance qui est en quelque sorte un corollaire de ce qu'on a pu appeler le miracle économique espagnol, même si les historiens et les historiennes ne sont pas toujours d'accord avec le terme, parce qu'en effet, il y a un décollage économique très fort de l'Espagne, disons, pour faire vite, dans les années 1960. Et ce miracle économique, ce développement de la société de consommation, qui arrive plus tard en Espagne et qui arrive de façon forte, qui est lié en partie à l'ouverture au capitalisme, au tourisme, et à l'envoi aussi de l'argent par des remesas, de l'argent que les émigrés partis travailler à l'étranger renvoient en Espagne. Donc la société de consommation se développe, mais une partie de la population est exclue de cela. Et donc vous voyez ce qu'on appelle des voyous vivant à la périphérie des grandes villes, convoités et volés ces symboles de la société de consommation que sont l'argent, les motos et les voitures. Et le cinéma, puisqu'on est dans un cinéma, il faut qu'on en parle. Le cinéma se fait l'écho de ce phénomène social. Il y a un genre cinématographique qui naît dans les années 70 et qui connaît son heure de gloire au début des années 80, qui met en scène justement les faits d'armes et les aventures de ces jeunes loupards qui vivent dans les banlieues des grandes villes espagnoles. C'est ce qu'on a pu appeler le cine kinky. Alors ce cinéma kinky, vous avez là quelques titres. Je ne sais pas si vous avez déjà vu c'est souvent pas des films de très grande qualité, mais de José Antonio de la Loma, Eloy de la Iglesia. Ils ont pour point commun de mettre en scène des garçons issus de milieux sociaux très bas, qui vivent dans la périphérie des grandes villes. Souvent, le personnage principal du film est issu d'un personnage réel, voire c'est lui qui joue lui-même son rôle. C'est le cas par exemple dans Yo El Vaquilla. Et c'est souvent des jeunes qui sont issus de familles gitanes. Il y a une sorte comme ça de code de l'honneur qui défendent par rapport à la police, avec un usage important de la drogue et un recours très fréquent à la délinquance. Et l'un des témoins que j'avais rencontré qui avait séjourné à l'Asilo Duran, justement, était très fier de raconter qu'il avait séjourné dans l'institution avec le frère de celui qui joue dans El Vaquilla. Et il avait reconnu lui-même comment il disait ça, il était entré dans l'institution âne et il en était ressorti cheval. C'est-à-dire qu'il avait tout appris de la délinquance à l'intérieur de la maison de redressement. Et il apprenait notamment à forcer les voitures. Donc c'était l'une des principales choses qu'il avait retirées de l'enseignement par les pairs à l'intérieur de la maison de redressement. Alors, sociologiquement, qui sont ces pensionnaires de maisons de redressement ? Si j'avais à vous en dessiner le profil type, je dirais que c'est souvent un enfant, un adolescent qui est issu d'une famille déstructurée. La moitié des mineurs sont orphelins, par exemple. 7% n'ont pas été reconnus par leur père. Un pensionnaire lambda des deux institutions sur lesquelles j'ai travaillé vient d'un milieu social dont le niveau économique est jugé par les autorités comme bas ou très bas. C'est le cas de 4 cas sur 5. Dans un cas sur 4, la famille, donc du point de vue des professions, il y a soit des parents qui ne travaillent pas, soit des artisans, des journaliers. La prostitution apparaît beaucoup chez les mères, notamment pendant la période de l'immédiate après-guerre, des domestiques aussi, des femmes de ménage. Alors j'ai trouvé quelques pensionnaires issus de classes moyennes ou de classes supérieures, mais c'était vraiment assez rare, des anomalies sociologiques. Alors en général, ceux-là ne sont pas arrêtés par la police, ceux-là n'ont pas commis de vol, mais ils suivent des études secondaires, ils ont un niveau scolaire qui est beaucoup plus élevé que ceux dont je vous parlais jusque-là, qui souvent sont
quasiment analphabètes. Leurs pères leur mère ne travaille pas, leurs pères exercent des professions libérales, sont entrepreneurs. Et les parents écrivent, et des fois font même faire 800 km à leur fils pour être interné dans la pire maison de redressement du pays, celle de Barcelone, que je vous ai montré tout à l'heure, pour le remettre dans le droit chemin, quoi. C'est vraiment affiché comme un instrument de disciplinarisation de ces fils trop turbulents, qui ont déjà été mis en pension dans une école catholique, mais ça n'a pas suffi. L'étape d'après étant de les envoyer à l'armée. J'ai aussi essayé de voir à quel endroit résidaient ces pensionnaires de maisons de redressement et à quel endroit ils étaient nés. Alors, ce qui apparaît, c'est que ça évolue au cours de la dictature. Au départ, les pensionnaires de maisons de redressement de Valence et de Barcelone, ça marche dans les deux cas, vivent dans le centre-ville. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Barcelone, le barrio chino, c'est-à-dire le quartier qui est situé de part et d'autre de la Rambla, vous voyez, qui descend de la place de Catalogne et qui va jusqu'à la mer, qui est un quartier qui était alors un quartier insalubre, dans lequel vous trouviez beaucoup de maisons de prostitution, parce que le port était pas loin, des quartiers dégradés, qui ont accueilli des vagues d'immigration là, pendant les décennies qui précèdent, concentrent l'essentiel, c'est là qu'habite l'essentiel des pensionnaires de maisons de redressement dans les années 40. Ensuite, tout ça s'élargit, à la fin de la période, on retrouve les personnages des films du cinéma kinky dont je vous parlais, les grands ensembles qui à la périphérie de la ville. Mais ce qui est très frappant, c'est que à Barcelone, ce ne sont pas des gens qui sont nés en Catalogne ou qui sont nés à Barcelone. Plus on avance dans la période, plus on trouve des enfants d'immigrés, mais d'immigrés intérieurs. Parce que l'Espagne, là, qui se modernise, qui passe de rural à moderne en un temps très très court, est travaillée par de puissants courants migratoires. C'est-à-dire qu'on connaît peut-être l'immigration économique d'Espagnols qui arrivent en France, mais souvent, avant d'aller à l'étranger, ils ont bougé en Espagne. Et entre les murs de la Silo Duran, à Barcelone, il y a plus d'Andalous, par exemple, que de Catalans de naissance. Et donc, les parents, souvent, sont nés en Andalousie, sont nés en Castilla-La Mancha, sont nés en Estrémadure. Et donc, souvent, ils constituent une population plus fragile que des gens qui sont installés là depuis longtemps. Alors, je ne sais pas pourquoi leur famille a quitté la région dans laquelle ils habitaient. Est-ce que c'était des raisons politiques ou économiques ? Le choc de l'arrivée dans une région inconnue, le déracinement, la précarité, la question épineuse du logement, tout ça peut faciliter la déviance, voire la délinquance, et augmenter le nombre de chances, entre guillemets, d'être interné en maison de redressement. Ce qui m'a interpellée aussi, c'est que ni à Barcelone ni à Valence, les pensionnaires de maisons de redressement ne viennent de quartiers populaires qui sont des quartiers ouvriers, dans lesquels vous avez une population ouvrière qui est installée là depuis longtemps et dans lesquels les structures sociales sont stables. C'est par exemple le cas du quartier de Sants à Barcelone, ou si vous connaissez Valence, les quartiers qui sont maintenant les quartiers de la plage, le quartier du Grau, du Cabanyal, Malvarrosa. Tout ça, c'est des quartiers ouvriers dans lesquels il y a une forte tradition militante et ouvrière. Finalement, je les vois moins apparaître, moi, dans les dossiers que les autres. Au contraire, je vous le disais, des centres-villes dégradés, de la ceinture industrielle et ensuite des banlieues dortoirs. Ce que je vois beaucoup apparaître, ce sont les bidonvilles qu'on trouve jusqu'à tard. Si vous connaissez Barcelone, vous savez peut-être que la plage de la Barceloneta, par exemple, la plage dans laquelle on va et on trouve l'essentiel des touristes, était un bidonville encore jusque dans les années 60. Il y avait des industries là, tout le long de la plage. Et on raconte, c'est-à-dire qu'on envoie les autorités demander aux parents des renseignements sur les enfants et on ne les trouve pas. Parce qu'ils habitent dans des maisons dans lesquelles il n'y a pas d'adresse, qui ont été ravagées par les vagues, par exemple, au cours d'une tempête. Donc ce que je vois vraiment apparaître, c'est une fraction particulièrement fragile de la population qui habite dans un habitat qui est souvent un habitat provisoire. Et dans les années 40 surtout, les cas ne sont pas rares d'enfants qui habitent dans des grottes,
dans des habitats troglodytes, dans des baraques, ou qui sont subalquilados, c'est-à-dire dont la famille sous-loue une chambre à une famille à l'intérieur d'un logement un peu plus grand. Donc voilà en quelque sorte les gens, le profil des mineurs qui arrivent entre les murs de la maison de redressement. Alors une fois qu'ils y sont, qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Comment on les redresse, puisque c'est le but affiché de ces institutions. Elles ont pour objectif, je cite, de modeler les esprits et de forger les âmes. Alors comment on modèle les esprits et comment on forge les âmes ? Alors selon le directeur de la Colonia San Vicente Ferrer, en 1975, l'institution qu'il dirige a pour but, je cite, de redresser les jeunes dangereux et en danger en leur inculquant un bon bagage de principes moraux, d'école, de santé, de formation professionnelle et de sport qui leur permettra de s'intégrer à la société, d'être des personnes honnêtes et des citoyens patriotes. Concrètement, toutes les archives que j'ai pu consulter montrent que la rééducation des pensionnaires se fonde autour de deux pôles, la religion et le travail. Sans évolution fondamentale, d'ailleurs, au cours de la période franquiste. Alors le travail, pourquoi ? Parce que d'une part, ça permettra d'oublier les raisons pour lesquelles les enfants et les adolescents ont pu être internés. C'est un moyen honorable de gagner sa vie. C'est aussi une manière ensuite de donner à ces jeunes-là l'occasion de se réinsérer dans la société. Et puis de façon aussi beaucoup plus concrète, c'est une manière de faire travailler les pensionnaires entre les murs de la maison de redressement pour gagner de l'argent aussi avec ça. C'est-à-dire que vous avez là une photographie alors, à la fois du personnel, vous voyez, ce sont les religieux qui sont au premier rang, et des pensionnaires de la section pour garçons de la Colonia San Vicente Ferrer et de l'atelier de menuiserie. Donc en bas à droite. Alors il s'agit de leur apprendre la menuiserie pour qu'ensuite ils puissent travailler, mais c'est aussi qu'on vend contre un tout petit pécule ce qui est fabriqué à cet endroit-là. Alors il y a quelques ateliers différents là, il y en a d'autres aussi à Barcelone. L'idée étant, en général, qu'on fait travailler les garçons sur place et les filles, puisqu'il y a une section pour filles à la Colonia San Vicente Ferrer, sont le plus souvent placées à l'extérieur comme domestiques. L'idée étant, de toute façon, que le but de l'internement maison de redressement pour les filles, c'est ensuite qu'elles se marient et qu'elles soient de bonnes femmes au foyer. Et donc, on estime qu'être domestique, puis c'est assez facile de retrouver une place, c'est l'une des bonnes manières de procéder. Alors ça, c'est le travail comme principe cardinal de cette philosophie éducative, c'est la théorie. La pratique, ce que moi je vois dans les archives, c'est que la formation professionnelle marche très mal, qu'on manque de personnel pour former les garçons et les filles. Les objectifs sont très limités en termes d'insertion professionnelle. On ne se préoccupe pas de savoir de toute façon ce qu'eux voudraient faire comme métier. On leur fait faire ce qui est possible à l'intérieur de l'institution elle-même. Et ces dysfonctionnements-là perdurent vraiment jusqu'à la fin du franquisme. L'idée étant que ce sont des institutions qui sont sous-dotées par l'État, et que cette sous-dotation par l'État est quelque chose qui obère finalement toute possibilité de rééducation. Les congrégations religieuses reçoivent une compensation, un prix de journée, c'est-à-dire que par mineur, on verse à la congrégation religieuse une certaine somme d'argent qui ne peut absolument pas couvrir les frais occasionnés et surtout entraîner des efforts de modernisation des institutions elles-mêmes. Ce qui importe le plus, encore plus presque le travail, c'est la religion. En effet, on considère que ces jeunes, ces enfants doivent être corrigés chrétiennement et il faut les modeler selon une norme qui est propre à les rendre acceptables par la société de la Nouvelle-Espagne. Et donc pour ça, il faut leur inculquer le sens catholique et le style catholique de la société des vainqueurs en quelque sorte. La vie quotidienne des institutions est littéralement organisée autour de la religion. Les célébrations religieuses sont les moments forts de la vie de l'établissement. Alors vous avez des fêtes en l'honneur de la patronne de Valence, de San Vicente Ferrer, de Marie-Madeleine, vous avez la Semaine Sainte, vous avez la fête du Corpus Christi et bien sûr Noël.
Des cours de religion, qui sont extrêmement importants, beaucoup plus importants en fait que les cours, que l'enseignement au sens strict. L'un des témoins que j'ai interviewé m'a dit qu'il ne servait à rien d'être un génie en mathématiques. Ce qui importait, c'était la religion. Les filles de la colonia San Vicente Ferrer doivent suivre des leçons de catéchisme, des cours d'histoire sacrée, des commentaires de textes d'éducation morale et sociale. Elles doivent apprendre les éléments essentiels de la liturgie, des chants religieux et assister à la messe, plusieurs fois par jour, selon un emploi du temps qui est minuté. Et l'impression que donne la lecture des dossiers personnels, c'est que l'un des objectifs prioritaires de ce redressement, qui s'effectue entre les murs des institutions, ça semble être la conversion des pensionnaires à la religion catholique, au-delà de toute considération éducative. On fait littéralement la chasse à ceux qui ne sont pas baptisés et à ceux qui n'ont pas encore fait leur communion. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé beaucoup de cas de pensionnaires de ces deux institutions-là qui ont reçu leur baptême pendant le séjour dans la maison de redressement et qui ont fait leur première communion. Alors des fois, on se rend compte après coup qu'ils l'avaient déjà fait. Mais bon, d'être baptisé 2 fois, finalement, ça ne peut pas faire de mal. La crainte des autorités étant que ces habitudes-là se perdent une fois que les enfants et les adolescents sont retournés dans leur milieu social, dans leur milieu familial, puisque le milieu social dont ils viennent n'est souvent pas un milieu social dans lequel la pratique religieuse est fréquente, surtout chez les pères, et les religieux et les religieuses le savent, et c'est bien ça qu'ils craignent. Alors dans ce contexte-là, l'enseignement et les loisirs sont réduits à la portion congrue. On leur dispense un enseignement qui est vraiment d'un niveau élémentaire. Les personnes que j'ai rencontrées m'ont dit « j'ai appris un peu à lire, mais pas beaucoup ». Tout ce qui était enseigné, je le connaissais déjà, c'était de l'enseignement du niveau primaire. Si les mineurs arrivent en étant analphabètes ou qui ne sachent pas compter, ils peuvent apprendre ces rudiments de lecture et de calcul au cours du séjour, mais vraiment le niveau moyen est très bas. Et il arrive même que certains des pensionnaires qui ont un niveau scolaire plus élevé fassent cours à leurs camarades. L'une des personnes que j'ai rencontrées qui arrive à l'Asilo Duran en 1958 a lui toujours été scolarisé jusque-là, et il est presque le meilleur de tout son groupe. Il n'a que 12 ans, mais il lui arrive de faire la classe à des pensionnaires presque majeurs qui ne savent toujours pas lire, et donc il me raconte, je leur disais ça c'est un A, ça c'est un B, P et A font pas, M et A font ma, voilà. Donc ça vous montre aussi d'ailleurs le manque de moyens, on dispose d'institutions puisqu'on se sert de certains pensionnaires eux-mêmes pour faire cours aux autres. Il y a 2 questions sur lesquelles j'ai finalement peu trouvé de réponse, dans la mesure où l'essentiel des archives dont je disposais, c'était, comme je vous le disais, des dossiers personnels. J'ai peu d'archives qui nourrissent le quotidien, la vie quotidienne dans les institutions. Et j'ai peu d'archives qui signalent des faits de mauvais traitements, de violence, ou peu de choses qui sont liées à la sexualité. Les cas qui remontent à l'institution qui chapeaute l'ensemble des maisons de redressement sont vraiment les cas les plus graves, des cas de suicide, par exemple, d'élèves qui avaient été envoyés au mitard. La parole est plus libre chez les personnes que j'ai rencontrées, mais sachant qu'il y a aussi l'effet mémoire qui joue. Peut-être que voilà, ils ont gardé en mémoire certains faits plus que d'autres. Mais voilà, l'usage des châtiments corporels, par exemple, était relativement répandu, surtout dans les années 40, 50 et même parfois 60. Et pour en avoir discuté avec des collègues qui travaillent sur des institutions similaires en France, pour le coup, il y a un décalage et des pratiques religieuses qui perdurent en Espagne. Les pensionnaires me racontaient en même temps que ce n'était pas très différent dans les écoles catholiques dans lesquelles ils avaient été scolarisés jusque-là, et qu'il y avait aussi des pratiques éducatives dans leur famille qui prévalaient, qui n'étaient pas non plus celles qu'on pouvait avoir aujourd'hui. Donc j'en suis réduite à émettre des hypothèses la plupart du temps, et surtout sur la question de la sexualité. C'est-à-dire que je vois que c'est une crainte perpétuelle de la part des autorités, notamment dans la section pour filles. Ce qu'on craint absolument, c'est qu'elles aient des relations sexuelles avant le mariage, surtout lorsqu'elles partent en
permission, enfin en congé, et qu'elles reviennent. Ça, c'est vraiment l'obsession des religieuses. Chez les garçons, il y a une tolérance plus grande, hein, c'est-à-dire que ce qu'on craint, c'est qu'ils rapportent des maladies, la blénorragie, si vous voulez, du fait qu'ils soient allés au bordel. Mais ce qu'on craint dans ces cas-là, c'est plus la masturbation, l'homosexualité. Est-ce qu'il y a eu des cas d'abus sexuels, comme on l'a vu tout à l'heure dans le film d'Almodóvar? Sûrement. Mais là, j'ai rien, en dehors de ce que les gens ont pu me dire, pour pouvoir le prouver. Ce n'étaient pas des choses qui remontaient dans les archives. Alors, pour en revenir à la question de la mémoire de ces institutions-là, si parmi vous, il y a des personnes qui s'intéressent à l'actualité espagnole, qui lisent peut-être El País, qui est l'un des quotidiens, disons, de gauche, de centre-gauche en Espagne, il commence à y avoir, il me semble, un mouvement de fond sur la question des abus sexuels qui ont été commis dans l'Église catholique, et notamment dans les établissements scolaires. Il n'y a pas eu l'équivalent de la commission indépendante qui s'est tenue ici en France. Pour l'instant, en Espagne, ça n'a pas été accepté. Et El País a créé une rubrique dédiée dans laquelle les gens peuvent signaler des abus dont ils ont eu connaissance ou dont ils ont été victimes. Mais c'est des choses qui arrivent, si vous voulez, par le biais de la société civile. Pour l'instant, j'ai rien vu à cet égard-là qui concernait spécifiquement les maisons de redressement. Là encore, il y a une part de cette mémoire-là qui n'a pas forcément ressurgi, mais il n'y a aucune raison que ça n'ait pas eu lieu et que ça n'ait pas été aussi massif, voire plus que dans d'autres institutions de ce type. Alors, dans le temps qui me reste, je voudrais voir avec vous ce que les maisons de redressement dont on vient de parler peuvent nous dire de ce qu'était le régime franquiste, en quelque sorte. Si on regarde la dictature de ces institutions-là, qu'est-ce qu'on apprend? Si on apprend quelque chose, est-ce qu'on apprend quelque chose qui nous étonne? Parce que peut-être que là, à 19h25, vous me dites, ouais, bah, jusque-là, quand même, il n'y a rien de très étonnant. C'est les plus pauvres, c'était violent, ils volaient, et il y avait probablement des cas d'abus sexuels. Alors, l'une des choses que je me suis demandé, je vous le disais tout à l'heure, c'était de savoir tout d'abord si on internait prioritairement dans ces institutions-là des enfants de rouge, des enfants de républicains. C'était mon hypothèse de départ initiale. Alors, d'abord, il faut être au clair sur la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un rouge? On peut reprendre les termes de la loi de responsabilité politique du 9 février 1939. Alors, la guerre civile n'est pas encore finie, mais c'est l'un des textes législatifs qui encadre la répression politique telle qu'elle est menée par le régime. Alors, quelles sont les personnes qui sont visées par la loi de responsabilité politique? Les gens qui ont appartenu à l'une des organisations de gauche qui sont déclarées désormais hors la loi, ou qui s'étaient engagés volontairement dans l'armée républicaine, ou qui sont touchés par la répression franquiste. Donc des gens en exil, des gens emprisonnés, des gens internés dans un camp de concentration ou qui ont été victimes d'une exécution sommaire. En gros, des gens victimes de la répression ou bien des gens qui appartenaient à des organisations, des syndicats de gauche pendant la guerre civile et pendant la période de la Seconde République. Donc si je prends ce critère-là, et que je regarde les 2300 dossiers personnels que je suis arrivée à consulter, il apparaît qu'il y a seulement 39 cas dans lesquels je peux dire de façon sûre qu'il s'agit de familles républicaines. 1,7% du corpus, c'est peu. C'est-à-dire seulement 39 cas, dans lesquels je peux vous dire avec certitude, c'est écrit sur le dossier, que le père est parti en exil, est mort en camp de concentration, ou que la mère était membre d'un syndicat de gauche. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, on n'a quand même pas dit grand-chose, dans la mesure où les dossiers personnels contiennent peu d'informations, vous l'avez vu tout à l'heure, et puis surtout, si vous êtes une famille d'opposants politiques dont l'enfant se trouve interné pour une raison ou pour une autre en maison de redressement, vous allez plutôt avoir tendance à taire vos convictions et votre activisme passé si vous êtes arrivé à échapper à la répression jusque-là. Donc, la part du silence est probablement conséquente, mais en tout cas, le premier constat qu'on peut dresser, c'est que le résultat donne un ordre de grandeur et permet d'affirmer qu'on n'a pas massivement interné dans les maisons de redressement
on s'en est pas servi comme d'un instrument privilégié de répression politique. Par exemple, l'appartenance politique des parents n'est jamais affichée comme la cause d'un internement en maison de redressement. C'est jamais la raison première. Mais ça peut être la cause secondaire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Par exemple, si le père est absent parce qu'il est mort sur le front, il a été exécuté, il est en prison, il est interné en camp de concentration, c'est la mère, la plupart du temps, qui doit faire vivre la famille. Comment elle fait ? Elle se débrouille comme elle peut, mais la plupart du temps, c'est extrêmement difficile parce que travailler à l'extérieur, ça veut dire qu'il faut pouvoir faire quelque chose de ses enfants. Il y a très peu de structures de prise en charge de la petite enfance. Vous pouvez demander à une voisine, mais il va falloir probablement la rétribuer. L'école, c'est pas sûr que l'enfant y ait toujours accès. Donc, elle fait comme elle peut, mais dans tous les cas, elle a souvent plus le temps de s'occuper de sa progéniture. Ce qui fait que les enfants sont plus livrés à eux-mêmes. Par exemple, le père de Pedro est emprisonné en 1940, je cite, à cause de son action douteuse pendant la période rouge. Le garçon et son frère vivent dans le barrio chino, à Barcelone, et ces garçons obéissants se sont toujours bien comportés, mais depuis que leur mère est obligée de travailler à plein temps, puisque le père est emprisonné, ils vagabondent avec d'autres petits voyous, chapardent dans les marchés et dans les magasins. Donc ils ne sont pas internés parce que leur père est en prison. Mais dans les faits, le fait que leur père soit en prison augmente, si vous voulez, statistiquement, les chances qu'ils soient livrés à eux-mêmes et qu'ils volent, par exemple, ou qu'ils traînent dans la rue. Ce qui apparaît aussi, c'est que si les enfants de Rouge sont minoritaires parmi les pensionnaires de maisons de redressement, c'est parce que d'autres institutions franquistes ont pour mission de porter secours et d'encadrer les enfants des opposants politiques. Vous connaissez peut-être, si vous aimez la BD, une institution qui s'appelle l'Auxilio Social, parce que quelqu'un qui s'appelle Jiménez, qui est un ancien pensionnaire de foyer de l'Auxilio Social, a raconté en fait ses mémoires et celles de ses copains dans un cycle de BD qui s'appelle Paracuellos et qui a été traduit en français. Ces institutions-là, qui sont des institutions de bienfaisance, qui dépendent de la Phalange, le parti unique franquiste, prend en charge de façon plus directe des enfants de républicains. Et de fait, Maria, qui est internée à Valence en maison de redressement, elle est dans la maison de redressement, mais deux de ses frères sont envoyés dans une garderie de l'Auxilio Social, c'est-à-dire que la mère essaie de se dépatouiller comme elle peut, et donc elle fait interner ses enfants dans certaines institutions, certaines qui sont des maisons de redressement, et d'autres strictement des institutions de bienfaisance. Et donc finalement, je me suis rendu compte que ces maisons de redressement et ces tribunaux pour mineurs sont en quelque sorte un maillon d'une chaîne plus grande, qui est tout à la fois une chaîne répressive, une chaîne de contrôle social et une chaîne de bienfaisance de la dictature. Toutes ces dimensions sont étroitement liées, la répression, le contrôle social et la bienfaisance. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que réprimer les vaincus, on leur offre aussi à manger. On y reviendra. La plupart du temps, ils n'ont pas d'autre solution que de recourir à ça, sinon à mourir de faim. C'est aussi l'occasion de présenter un visage plus aimable de la dictature, de montrer aussi qu'on s'occupe des ouvriers. Ce qui m'a étonnée, c'est que j'ai pas trouvé dans les dossiers personnels, dans les archives, beaucoup de signes de la peur, du soupçon permanent ou d'une traque politique insatiable. Par exemple, il y a des dossiers d'enfants qui sont issus de familles ouvrières, qui ne sont pas du tout perçus de façon négative. En quelque sorte, tout ouvrier n'est pas considéré comme rouge ou comme suspect. On considère qu'il y a de bons ouvriers, comme les membres, par exemple, de la famille de Rosa. Pourquoi sa famille est une famille de bons ouvriers ? Parce qu'ils travaillent tous et qu'ils forment une famille assez honorable. Et donc, finalement, ce qui apparaît, c'est que le fait d'avoir eu des convictions de gauche ou de s'être engagé pour la cause républicaine n'est pas forcément stigmatisé ou puni. Si vous voulez, ça apparaît dans le dossier, c'est mentionné comme une information, mais ce n'est pas pour ça qu'on va aller creuser plus loin, pourvu que la famille en question se tienne tranquille et vive selon les normes sociales des vainqueurs, c'est-à-dire le travail et la respectabilité. S'ils se marient à l'église, c'est encore mieux, on y reviendra. Mais finalement, ce n'est pas l'aspect politique
telle qu'elle, hein, qui paraît cruciale. Le travail et la bonne moralité, en revanche, si. Donc ça, moi, ça m'a étonnée. Et finalement, lorsqu'ensuite j'ai regardé de façon plus précise qui étaient les gens qui travaillaient dans les maisons de redressement et dans les tribunaux pour mineurs, je me suis rendu compte que c'était souvent les mêmes personnes que celles qui travaillaient dans ces tribunaux avant la Seconde République. C'est-à-dire qu'il y a une épuration dans les tribunaux pour mineurs qui vise à écarter tous les gens qui ont fait carrière sous la période républicaine et surtout le Front populaire, qui commence au début de l'année 1936, parce qu'eux, on considère que ce sont des gauchistes dangereux. Et finalement, une fois qu'on a épuré ces gens-là, il faut bien des gens pour faire tourner les tribunaux pour mineurs. Donc qui on va chercher ? On va chercher les gens qui avaient déjà fait carrière dans ces tribunaux durant les années 20 et au début des années 30 et qui avaient été eux-mêmes victimes d'épuration pendant la période républicaine. Donc c'est des gens de leur temps, des gens de leur époque, vous voyez, qui en fait, je pense, travaillent comme ils travaillaient dans les années 20 et les années 30. Il y a très peu de phalangistes, par exemple, dans les tribunaux pour mineurs, de membres du parti unique. Cette note fasciste que je trouve dans les courriers de la Phalange, dans les dossiers personnels, elle n'apparaît pas dans ce qu'écrivent les gens du tribunal pour mineurs. Et pour le reste, ce sont des gens qui appartiennent à des congrégations religieuses, qui ont été traumatisés par la guerre civile, ça c'est certain. Vous savez peut-être qu'il y a environ 7000 religieux et religieuses qui ont été assassinés pendant la guerre civile, donc ça leur fait extrêmement peur. Et eux, ils ont peur d'ouvriers revanchards, si vous voulez. Pour eux, le rouge dangereux, c'est le rouge qui va revenir et qui va vouloir prendre sa revanche. Ces gens-là, en effet, font peur dans les dossiers personnels. Mais si ce sont des honnêtes travailleurs qui vivent tranquillement, on n'ira pas leur chercher particulièrement noise. Donc finalement, j'ai moins vu dans les archives des maisons de redressement la répression politique que ce que je pensais, pour l'essentiel, parce qu'il s'agit de contrôle social ou parce que ce sont d'autres institutions qui se chargent plus directement des enfants des prisonniers, par exemple. Mais les archives invitent à voir autre chose, comme par exemple la misère et la faim. Pendant l'immédiat après-guerre, la correspondance du directeur de la colonia San Vicente Ferrer est irriguée par la préoccupation constante de l'approvisionnement et de la nourriture. Les conditions de vie à l'intérieur de l'établissement sont difficiles dans les années 40. Les pensionnaires sont mal nourris, ils sont mal habillés. Ils sont menacés par la crise alimentaire qui sévit alors en Espagne. Et finalement, je vois presque autant une jeunesse en danger qu'une jeunesse dangereuse entre les murs des maisons de redressement. Et dans les entretiens que j'ai menés, j'ai rencontré Michel del Castillo, un écrivain franco-espagnol, qui a écrit un livre qui s'appelle Tanguy. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont lu ? Et donc c'est une autobiographie romancée, en quelque sorte, et il raconte son séjour à l'asile Dumont, qui est en fait l'asilo Duran, dont je vous parlais tout à l'heure. Le roman paraît en 1957, d'abord en France, et puis ensuite en Espagne. Il fait scandale, parce qu'il donne une vision des maisons de redressement qui n'est pas celle que le régime voudrait diffuser. Et donc je l'ai rencontré en 2010, et lui raconte la chose suivante. Il faut se replacer à la fin de la guerre civile, avec des dizaines de milliers de gosses dont le père était parti ou avait été tué. Ils vivaient vaguement avec leur mère, laquelle était souvent dans une misère effroyable. Le marché noir, la contrebande, tout ce qu'une guerre implique. Quand ils arrivaient au centre, leur mère leur apportait parfois des colis. Elles étaient bonnes à tout faire et faisaient les colis avec les restes de repas ou de nourriture qu'elles prenaient sur leur propre part, des petits bouts de pain, 3/4 d'une orange pelée. Et vraiment, ce qui ressort des récits que j'ai pu faire avec les gens qui ont été internés dans les années 40 et encore dans les années 50, c'est ça. C'est la misère, la pénurie et la faim. Le souvenir d'avoir eu faim tout le temps. Le souvenir d'avoir mal mangé. Le souvenir de bouillons, si vous voulez, qui étaient fadasses, dans lesquels il y avait quasiment jamais de viande. Et vraiment, cette précarité-là apparaît de façon très très forte dans les dossiers personnels. Vous avez des enfants qui sont massivement atteints par exemple de tuberculose. Il y en a certains qui meurent pendant leur séjour ou qui meurent au fil du dossier personnel, de maladies pulmonaires. Vous avez des Juan par exemple en 1942 qui vit avec son frère, sa mère et le compagnon de cette dernière dans une seule pièce, dans des conditions d'hygiène désastreuses. Il y a 20 familles qui habitent dans la maison.
Chaque famille dispose d'une pièce unique. Et encore en 1951, Dolores et sa famille vivent encore à Valence dans une misère effroyable. C'est comme ça en tout cas que les autorités décrivent sa situation. La situation la pire étant dans les années 40, on décrit des gens qui sont squelettiques, des enfants qui sont squelettiques. Vous avez des maladies qui réapparaissent et qui avaient, alors qu'elles avaient été éradiquées, des enfants qui sont atteints de la gale, de la teigne, du typhus exanthématique, dit Pouvert. La tuberculose fait des ravages, je vous l'avais dit. 9 des frères et sœurs, par exemple, de Maria sont décédés. Seulement 5 ont survécu. Et dans sa famille, 10 membres sont morts, certains à cause de la tuberculose. Donc vraiment des organismes qui sont mal nourris, qui sont victimes de maladies. Et ça ressort des entretiens, mais finalement, ça ressort de quasiment tous les entretiens que les historiens et les historiennes font avec des gens qui ont vécu cette époque-là, qui sont décrites, que les gens appellent los años del hambre en Espagne, donc les années de la faim. Une situation qui est due, je vous le disais, aux conséquences de la guerre civile et aussi à la politique d'autarcie économique qui est mise en place par le régime. Qui entraîne une baisse très importante du produit intérieur brut et du niveau de vie. Pour vous donner un ordre d'idée, le niveau de vie des Espagnols ne retrouve son niveau de 1936 qu'au début des années 1950. Dans à peu près tous les domaines, tous les secteurs économiques, il y a là un retard qui est accumulé et qui met beaucoup de temps à se récupérer. Ce qui explique aussi après l'intensité du développement économique dans les années 60, qu'il y a un tel rattrapage à effectuer. Et dans ces conditions, la maison de redressement peut constituer un recours, finalement, pour les plus démunis. C'est-à-dire que des parents qui se trouvent dans le dénuement cherchent à faire interner leurs enfants dans une institution dans laquelle, au moins, ils vont recevoir le gîte et le couvert. C'est-à-dire qu'on sait qu'au moins, ils vont manger une fois par jour, ce qui ne serait pas forcément le cas dans leur famille. Et finalement, le type d'établissement importe peu, que ce soit un centre de bienfaisance, que ce soit l'auxilio social, que ce soit la maison de redressement, au moins, ils risquent pas de mourir de faim. Et les parents inventent même des fois des défauts ou des délits pour obtenir l'internement en maison de redressement. Par exemple, en décembre 1950, les parents de Maria se plaignent du comportement de leur fille et souhaiteraient la faire interner à nouveau à la colonia San Vicente Ferrer. La déléguée à la liberté surveillée note « C'est possible, mais il est également envisageable que ce soit le manque de moyens qui pousse la famille à vouloir avoir une bouche de moins à nourrir. Pour l'instant, aucun motif grave ne pourrait expliquer son internement. » Une dernière dimension apparaît, une dernière utilité à ces maisons de redressement apparaît, une dernière fonction. Pendant la dictature franquiste, les maisons de redressement participent à la croisade morale qui est menée par le régime, essentiellement pendant les années de la post-guerre. Je vous disais tout à l'heure que les pensionnaires étaient envoyés principalement pour vol et pour indiscipline. Néanmoins, quand on regarde concrètement qu'est-ce que c'est que des garçons et des filles indisciplinés, on se rend compte que ce n'est pas la même chose en fonction du sexe. Plus souvent chez les filles que chez les garçons, jamais chez les garçons. C'est la conduite sentimentale et sexuelle qui est en cause. Il y a même un motif d'internement qui s'appelle la vie licencieuse, qui ne concerne que les filles. Alors qu'est-ce qu'on reproche aux filles ? D'être attirées par des garçons et par des hommes. On les reproche aussi de vivre en concubinage, de ne pas être mariées. On leur reproche de parler avec des garçons, de côtoyer des hommes, des prostituées, d'avoir un petit ami ou d'avoir eu des relations sexuelles. Tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre derrière le terme très large, finalement, d'indiscipline. L'idée étant que pour les jeunes filles des années 1940 et 1950, le salut, c'est le mariage et la maternité. D'ailleurs, c'est aussi dans cette perspective-là qu'on les rééduque. Et le contrôle qui s'exerce sur la sexualité des jeunes filles est strict, les archives indiquant qu'à leur arrivée en maison de redressement, on pratique un examen médical pour savoir si elles sont toujours vierges ou pas. Et souvent, lorsqu'on a des soupçons au retour de congé, on les examine pour voir si elles sont déflorées ou non. Et de manière générale, on contrôle strictement le temps et le loisir des filles. On stigmatise les jeunes filles frivoles qui préfèrent s'amuser que travailler. Le bal et le cinéma sont considérés comme des lieux de promiscuité que les autorités semblent craindre plus que tout. Le pire étant,
pour les autorités que ces filles aient des relations sexuelles hors mariage ou bien se prostituent. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'au-delà des enfants, ce sont les familles qui sont visées. Les maisons de redressement servent aussi à ça, à mener une croisade morale sur les enfants issus de ces milieux sociaux, mais aussi sur les familles desquelles ils sont issus. Et ça apparaît de façon très nette, beaucoup plus que la préoccupation pour l'appartenance politique dont je vous parlais tout à l'heure. Le personnel du tribunal et celui des maisons de redressement cherchent à établir une surveillance très étroite sur les couches populaires urbaines, notamment. Et c'est vraiment un désir de contrôle obsessionnel. Alors, ils ont des informateurs dans les quartiers, notamment des femmes qui appartiennent à l'Action catholique, qui surveillent les faits et gestes des mères, des sœurs, des tantes, etc. Par exemple, Palmira a une mère qu'on soupçonne. Et pendant plusieurs mois, on cherche à la confondre parce qu'on pense qu'elle a des mœurs légères. Et donc la directrice de la colonia San Vicente Ferrer charge une dame de l'Action catholique qui habite dans la même rue, je cite, « de surveiller les allées et venues de la mère afin de déterminer sa conduite une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'elle a des relations sexuelles avec des hommes ou pas, et éventuellement, est-ce qu'elle se prostitue ?» Alors pourquoi ? Parce que l'un des objectifs de cette surveillance, c'est, je cite, de marier les brebis égarées. Parce que, après la guerre civile, le mariage religieux devient le seul type de mariage possible. Le mariage civil avait été autorisé par la République, le divorce avait été autorisé par la République, le droit de vote des femmes avait été autorisé aussi par la République. On revient sur la possibilité de pouvoir se marier à l'Église. Donc du coup, il faut revalider le mariage civil par un mariage religieux. Sinon, on considère que vous vivez en concubinage. Et donc, les enquêteurs du tribunal pour mineurs signalent les cas des parents qui ne se sont pas mariés religieusement. Une fois que le cas est signalé, les autorités judiciaires tentent de convaincre les couples de se marier s'ils vivent en concubinage et de se marier à l'église s'ils n'ont pas validé leur mariage. Et leur mariage civil. Et l'internement en maison de redressement est même utilisé par les autorités judiciaires pour faire pression sur les parents pour qu'ils régularisent leur situation. Par exemple, en 1945, Nicolas est interné à l'asilo Duran car son père vit avec une autre femme que sa mère. C'est écrit comme ça et c'est le motif d'internement en maison de redressement. Donc vraiment, il y a une coalition de causes qui unit la justice des mineurs et l'Église dans la prise en charge de la jeunesse dangereuse et en danger. Mais ce qui est très clair, c'est qu'ils profitent aussi des réseaux de l'Église, de son implantation traditionnelle à l'échelle de la paroisse et dans les quartiers populaires, ce qui arrange aussi beaucoup l'Église, qui n'a jamais eu autant de pouvoir que sous le franquisme, durant lequel elle retrouve ses privilèges historiques. Et son but est justement de rechristianiser les quartiers populaires. Et finalement, les maisons de redressement et la justice des mineurs est une manière d'accomplir cela. Donc il me reste 30 secondes. Donc dans ce temps-là, je vous donnerai 2 mots de conclusion pour souligner le fait que l'une des question qui a beaucoup intéressé les historiens et les historiennes du franquisme, c'était de qualifier le régime. Qu'est-ce que c'était ? Est-ce que c'était un régime totalitaire ? Est-ce que c'était une version espagnole du fascisme ? Est-ce que c'était une dictature militaire traditionnelle ? Donc, même si ce débat-là a déjà eu lieu, moi, ce que ma thèse avait permis de montrer, c'est que moi, ce que je vois par l'observatoire de ces maisons de redressement, c'est que c'est un nouvel État qui n'en est pas un du tout, puisque la norme juridique n'est pas nouvelle, l'édifice institutionnel demeure. On passe par-dessus la parenthèse de la Seconde République pour en revenir à la dictature de Primo de Rivera, comme je vous le disais. Et en quelque sorte, ces maisons de redressement, elles servent à promouvoir une certaine vision d'Espagne de toujours. Et c'est bien ça aussi l'Espagne des vainqueurs, avec un poids écrasant sur les mœurs et sur la vie publique de la religion catholique. Et vraiment, on utilise les réseaux et le pouvoir de l'Église catholique pour exercer un contrôle social extrêmement fort sur les pensionnaires, mais aussi sur leurs familles et surtout sur les filles, sur les sœurs, sur les tantes. Et ça, c'est à la fois une logique de classe
et une logique propre au catholicisme de la contre-réforme. L'Église et l'État se lancent main dans la main dans cette croisade qui vise à rechristianiser la société, dont on estime qu'elle a été pervertie par les déviances marxistes durant la guerre civile. Et c'est finalement, moi, à mon échelle, avant tout, une dictature catholique que je vois s'exercer. Je vous remercie de votre attention. Ben, merci beaucoup à Amélie Nuc. Alors on a quelques minutes pour discuter ensemble si vous le souhaitez, poser des questions. J'avais peut-être une première question sur le devenir des maisons de redressement. Déjà, est-ce qu'il y a une période faste dans le nombre de pensionnaires accueillis, de nombre d'institutions ouvertes? Est-ce que vous avez pu un peu dresser comme ça un panorama général, même si vous avez été obligé de vous intéresser à quelques institutions en particulier? Et puis après Franco, à quel moment, bon, j'imagine que tout n'a pas disparu du jour au lendemain, bien entendu, c'était pas forcément corrélé, mais à quel moment les dernières institutions, enfin, est-ce qu'elles ont perduré et jusqu'à quand? Alors, la première question est évidente et la réponse l'est beaucoup, beaucoup moins. C'est-à-dire que j'ai aussi regardé les archives du Conseil supérieur de protection des mineurs, qui est l'institution qui chapeaute tout ça. Eux-mêmes, dans les années 40 et 50, sont incapables de dire de combien d'institutions ils disposent. Parce qu'il y a des institutions qui sont gérées en propre et ensuite des enfants qu'on envoie ça et là parce qu'il y a de la place et parce qu'on n'en a pas ailleurs. Donc, jusqu'à ce qu'au milieu des années 50, on mette en place un relevé statistique plus important, en fait, avant, on ne sait pas. Et ça donne vraiment l'impression d'un archipel en fait, dans lequel on retrouve pas vraiment ces petits. Sachant qu'une dimension importante, c'est d'avoir à l'esprit qu'il n'y a jamais assez d'institutions et il n'y a surtout jamais assez d'institutions pour filles. Là, je vous ai parlé d'une des rares institutions dans lesquelles il y a une section pour filles. Il n'est pas rare dans les années 50 qu'on envoie les filles au couvent, en fait, parce qu'il n'y a pas de maison de redressement. Et de toute façon, finalement, je ne sais pas si leur quotidien est vraiment différent d'ailleurs. Donc, il y a quelques places, si vous voulez, que les religieuses accordent, sachant qu'il y a aussi une myriade de congrégations religieuses différentes, d'établissements différents. Donc, je ne peux pas vous dire avec certitude combien ils étaient. En tout cas... vous avez peut-être vu là sur les photos des établissements, ils sont extrêmement nombreux. C'est vraiment une prise en charge massive dans les années 40 et 50. Le régime est assez isolé par rapport aux débats éducatifs qui ont lieu ailleurs dans le monde, ailleurs en Europe, où on commence à dire qu'il ne faut plus avoir des institutions comme ça, tous ces dortoirs-là, anonymes, ils vont très peu dans leur famille, il y a peu de rapport avec la famille, ce qu'on considère progressivement être un problème pour les enfants. Mais ça évolue tardivement. Il y a progressivement des assistantes sociales qui apparaissent, des éducateurs qui sont plus formés, mais c'est vraiment c'est autarcique aussi de mon point de vue, aussi d'un point de vue éducatif. Ces institutions-là ferment en partie après 1975, mais pas toutes, et notamment celle-ci existe toujours, accueille toujours des mineurs. Alors il y a toujours des religieux à l'intérieur, et le directeur est l'un des rares qui m'a laissé... je pourrais vous montrer une photo de la bibliothèque dans laquelle j'ai regardé les dossiers. Il y a toujours les dossiers des années 40, et alors qu'à côté, il y a les dossiers des enfants qui sont toujours là. Mais désormais, même si c'est des établissements qui sont sous contrat et qui dépendent des collectivités, qui dépendent de la région de Valence. Donc certaines institutions ont fermé, d'autres ont continué, peu ou prou, en modifiant leurs pratiques éducatives. Les tribunaux pour mineurs sont réformés au début des années 80, par exemple. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle, des précisions? Non, pas pour l'instant. Si, monsieur, je vous donne le micro. Merci pour cet exposé passionnant. L'univers que vous décrivez, je trouve, ressemble étrangement à ce qui a existé en France après la Première Guerre. Là, surtout dans le même principe carcéral pratiquement pour des enfants, et qui est très bien décrit dans un livre d'Auguste Le Breton qui s'appelle Les Hauts Murs. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Il y a eu une adaptation, il y a eu un film qui a été fait par un réalisateur aquitaine d'ailleurs, Christian Faure. Et voilà, c'était juste une remarque. Et c'est vraiment, à part le côté religieux, où vraiment en France, on voit quand même que on est dans un pays laïque où c'est pris en charge par l'État.
et la religion n'y est pas. Mais c'est vraiment très, très semblable sur les enfants qui sont originaires, dont les pères sont souvent morts au combat ou mutilés et ne peuvent plus assumer leur parentalité. Et voilà. Alors je crois que justement il y a une affiche du film dans le couloir, on est passé devant tout à l'heure. Oui, vous avez raison dans le sens où l'Espagne a dans ce domaine-là, sous le franquisme, l'Espagne accumule un retard duquel elle mettra un peu de temps à se rattraper. Et en effet, je pense que ce qui prévaut dans les maisons de redressement dans les années 40 et 50 n'est pas très différent de ce qui a prévalu en France. Mais dans d'autres pays, on réforme quand même ces institutions-là. On investit pour qu'elles soient moins sous-équipées. On réfléchit aux principes éducatifs. L'Espagne reste hermétique à tout cela. Est-ce qu'il y a quand même une spécificité espagnole et une spécificité franquiste ? Oui, je pense que cette prégnance de la moralité, pour en avoir discuté avec des collègues justement qui travaillent sur les mêmes institutions, mais dans d'autres pays, et en France notamment, il n'y a pas une acception aussi intégriste de la religion catholique. Il y a toujours l'idée, malgré tout, selon laquelle, dans les années 40 et 50, une fille, c'est pas comme un garçon. Elles sont aussi envoyées en maison alors on les appelait plus comme ça, c'est des institutions qui dépendent de l'éducation surveillée, mais aussi pour des raisons qui sont plus morales que celles des garçons. L'idée selon laquelle elles doivent avant tout être des femmes au foyer et se marier, c'est aussi quelque chose qui prévaut, mais c'est beaucoup plus accusé dans le cas de l'Espagne, où c'est une vision vraiment qui est monolithique, dogmatique, et qui préside, si vous voulez, à la façon dont la prise en charge s'effectue. Le fait de retirer la garde des enfants à des parents qui ne sont pas mariés à l'Église, ça, c'est pas quelque chose qu'on voit en France, par exemple, au même moment. Et juste une précision sur la France, c'est censé être un pays laïque, mais justement la situation des institutions de correction montre bien qu'il y a aussi une délégation de service public, en quelque sorte, en France, à l'Église catholique. Il y a des congrégations, celle du Bon Pasteur notamment, surtout dans le cas des filles. Mais cette omnipotence, omniprésence de l'Église catholique à tous les étages de l'édifice institutionnel, ça c'est une caractéristique malgré tout de l'Espagne. Merci. Oui. Allô ? Oui, merci madame, merci pour votre exposé. Oui, merci pour votre exposé. Oui, je voulais dire, en France aussi, les IMP, les CAT ont connu une lente évolution. Et il y avait quantité de choses que l'on aurait pu repérer dans ce que vous avez dit. Le contrôle social, le travail payé une misère dans les CAT. Voilà, on trouve aussi des choses. Et finalement, mais c'est l'enrichissement de la société peut-être qui a fait disparaître petit à petit ces excès, je ne sais pas. L'évolution des conceptions pédagogiques aussi progressivement, vous croyez pas ? Oui, bien sûr, oui. Et l'existence aussi probablement de contre-pouvoirs. C'est-à-dire que là, il y a un monopole aussi, si vous voulez, de l'État et de l'Église catholique qui fait qu'il n'y a pas d'autres voies alternatives qui peuvent exister. C'est aussi pour ça que Tanguy fait scandale lorsqu'il sort en 1957. Alors moi j'avais peut-être une question sur... vous avez rappelé qu'il avait été difficile de travailler, de trouver des sources, voilà, et parfois des portes qui se fermaient sur un sujet assez spécifique et parfois un peu compliqué. Est-ce que d'une manière plus générale, quand on est historien de cette période-là, de la période franquiste en Espagne, est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est difficile de travailler sur cette période, d'une part, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui, maintenant que justement il y a eu un peu cette ouverture de mémoire historique qui a été effectuée ? Voilà, comment ça se passe quand on est historien, qu'on veut travailler sur la période franquiste en Espagne ? Voilà, est-ce qu'il y a une sorte d'unicité des sources ou est-ce qu'au contraire on se trouve confronté à des difficultés ? C'est difficile, mais c'est passionnant. C'est-à-dire que souvent, c'est des archives qui sont mal rangées, mal classées, qui n'ont pas toujours été conservées. Alors, pour des raisons politiques, mais pas que. C'est-à-dire que des fois, on ne sait pas où elles sont, il n'y a pas assez de personnel dans les archives pour y avoir accès, etc. etc. Mais par contre, lorsqu'on met la main dessus, et qu'on arrive à mettre un pied dans la porte et que la porte ne se ferme pas, c'est passionnant. Par exemple, les archives de la Silo d'Ulan, elles étaient... Je ne sais pas où elles sont maintenant, mais quand moi j'ai fait ma thèse, elles étaient dans le garage
d'un bâtiment qui était sur le recinto, sur l'espace là où est la clinique. Parce que dans cette petite maison vivaient les religieux de la congrégation, une sorte de maison de retraite de la congrégation, quoi, si vous voulez. Il y avait les vieux, il en restait 7-8, quoi, quelque chose comme ça. Et j'ai dû passer par la cuisine, la cuisinière m'a ouvert, bon, qu'est-ce que tu veux, il ne faut pas regarder ça avec les lunettes d'aujourd'hui, etc., etc. Mais de fil en aiguille, ils m'ont amené au garage, et au garage, il y avait un meuble avec des tiroirs, et dans chaque tiroir, il y avait 200 dossiers personnels, comme je vous ai montré là, couverts de poussière. Donc ça, c'est le Graal, quoi. C'est la poussée d'adrénaline d'un historien ou d'historienne, comme on en a rarement. Donc ils m'ont laissé venir tous les jours regarder les archives pendant un temps. Je dis que d'une fois qu'on arrive à les voir, ça peut être exceptionnel parce que du coup, la norme ne s'applique pas. C'est-à-dire que personne venait voir si je regardais les dossiers qui avaient plus de 50 ans ou pas. Donc elles étaient difficiles à trouver, mais par contre, une fois que je les avais trouvées, c'était magique. Alors bon, il y avait quand même un vieux religieux très vieux avec une canne qui m'apportait des bonbons tous les jours. Et là, je me doutais que ça allait poser problème. Et donc, un jour, il est en effet venu me coincer contre un mur en disant « Tu crois que tu vas voir les archives et ne rien donner en échange ?» Et donc là, je me suis dit « Bon, on imagine en effet ce que cet homme-là qui travaillait dans la... voilà. Donc, il était vieux, assez faible, ça allait. Mais bon, c'est pour vous donner... c'est un métier parfois difficile. Mais plus sérieusement... lorsqu'on arrive à avoir accès à quelque chose, ça peut être un matériau qui est passionnant. Je continue à travailler sur la jeunesse des classes populaires en Espagne au XXe siècle. Et des fois, j'essaie de recourir comme ça aux archives judiciaires parce que c'est des archives que j'adore dans la mesure où elles donnent... C'est des archives qui, pour faire de l'histoire sociale, sont passionnantes, des archives vraiment très incarnées. C'est-à-dire que vous lisez les dossiers et vous avez l'impression de pénétrer dans la baraque du bidonville construit sur la plage à Valence, de tomber amoureux du gitan voleur de voitures, vous aussi, ou d'être dans le verger planté de châtaigniers en Galice, au milieu de la dispute familiale. Enfin, moi qui aime l'histoire sociale et l'histoire par en bas, c'est des archives qui sont passionnantes. Mais je me rends compte paradoxalement que c'est plus difficile d'accéder aux archives maintenant que quand j'ai fait ma thèse. Pourquoi ? Parce que quand j'ai fait ma thèse, il y avait un contexte politique qui était assez brûlant, qui est celui que j'ai décrit, voilà, de ces politiques mémorielles. Je me rappelle de ma colocataire qui me disait... qui était très de droite, mais qui me disait mais pourquoi tu parles de ça ? Il ne faut pas rouvrir les plaies du passé, etc. Donc il y avait cette attitude-là. Mais malgré tout, et notamment en Catalogne, il y avait une volonté des pouvoirs publics de faciliter la vie des chercheurs et de faire la lumière sur ce passé-là, de récupérer la mémoire de la dictature et aussi de ces institutions-là. Maintenant, ce qui prévaut, c'est la protection des données personnelles. Donc du coup, il y a plein de directeurs et directrices d'archives qui ouvrent le parapluie très très grand en disant il y a des données personnelles sensibles dans ces dossiers, et c'est vrai. C'est des gens qui parfois sont toujours vivants en fonction du... Après, c'est notre métier aussi de traiter et d'anonymiser et de faire en sorte que... Mais paradoxalement, moi, j'ai plus de difficultés à faire mon travail maintenant que quand j'avais fait ma thèse que j'avais soutenue au milieu des années 2010. Vous voyez, donc on ne va pas forcément vers plus de progrès et d'ouverture des archives. C'est pas une fatalité. Merci beaucoup. Merci à vous.